Je n'aurais jamais cru que mon mariage se terminerait à cause d'un chien. Et pourtant, nous y étions. Moi debout dans la cuisine, encore en pyjama, essayant de retenir mes larmes, pendant que Bryce, mon mari depuis 10 ans, fermait une valise comme s'il partait en voyage d'affaires. Sauf que cette fois, il ne comptait pas revenir. Il m'a regardé, les yeux vides, glacés, et a dit « Je prends Zeus. Toi, tu gardes le gosse. » Pas de revoir. Aucune discussion. Juste ça. Zeus, c'est notre Golden Retriever. On l'avait adopté avant la naissance de notre fils, Ellie. Il faisait pratiquement partie de la famille. Il dormait au pied de notre lit, poursuivait Ellie dans le jardin, ramenait les chaussettes perdues comme s'il était en mission. Et Bryce l'a simplement revendiqué, comme un objet. Je me souviens être restée là, figée. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi. Et puis, elle est intervenue. Joanne, sa mère. Toujours l'air, jamais trop loin pour commenter, jamais assez proche pour être utile. Elle se tenait près de la porte, un collier de fausses perles autour du cou et ce rictus moqueur au coin des lèvres. Au moins, le chien est bien dressé, a-t-elle gloussé. Et ils ont ri. Ils ont ri comme si mon fils était un jouet cassé que je devais désormais garder pendant qu'eux s'en allaient avec le prix. Comme si être mère à plein temps, en plein divorce, c'était la punition. J'ai eu l'impression que l'oxygène avait quitté la pièce. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je me suis simplement tournée, j'ai ramassé un dessin d'Ellie sur le comptoir. Un dessin de nous trois, main dans la main sous un grand soleil. Et je suis passée devant eux, sans un mot, parce qu'il était dans la pièce d'à côté. Ellie, 9 ans, assis en tailleur sur la moquette, casque sur les oreilles, en train de colorier. Il ne voyait pas encore l'orage qui déchirait notre vie autour de lui. Et à ce moment-là, j'ai fait une promesse. Il ne pensera jamais que c'est sa faute. Laisse Bryce prendre le chien. Laisse John croire qu'elle a gagné. Moi, je prends l'enfant. Je veux l'enfant. Et je le protégerai de tout, surtout des gens qui rient de sa douleur. Mais ce n'est pas ça que je suis venue vous raconter. Ce que vous devez entendre, c'est ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, le jour du tribunal. C'est ce jour-là que mon fils, mon doux, discret observateur Ellie, s'est levé, s'est avancé vers le juge, a dégluti, puis a demandé « Maman, je peux lire le message que papa m'a envoyé hier soir. » La salle est devenue complètement silencieuse. Le juge a levé un sourcil. L'avocat de Bryce est devenu livide. Et Joan, assise derrière nous dans son blazer bleu marine et son air satisfait, avait l'air d'avoir avalé sa propre langue. Et à ce moment-là, là, devant tout le monde, Ellie a tenu dans ses mains quelque chose de plus puissant que n'importe quel avocat. La vérité. Il n'avait que 9 ans, mais il savait. Et pour la première fois, les adultes dans cette pièce ont dû écouter. Mais laissez-moi vous ramener au tout début pour que vous compreniez pourquoi ce moment a tout changé. Parce que ce n'était pas une seule dispute, pas un seul mot venimeux. C'était des années d'effacement discret, de gaslighting, de remarques qui me faisaient passer pour celle qui exagérait toujours, celle qui était trop émotive, celle qui gâchait tout. C'était subtil, mais constant. Quand Ellie pleurait après que Bryce ait crié, c'était de ma faute. Je ne l'élevais pas pour qu'il devienne plus fort. Quand je demandais de l'aide, j'étais une harceleuse. Et quand j'ai enfin dit que je voulais partir, il a dit aux autres que j'étais instable, que lui, il essayait juste de garder la famille unie. Et les gens le croyaient. Ils l'ont toujours cru, parce qu'il est charmant. Il a les mots, un sourire parfait, le genre de type qui appelle les serveuses ma belle, et s'en sort. Mais Ellie, lui, voyait ce que personne d'autre ne voyait. Il voyait le visage de son père se transformer dès que la porte se refermait. Il voyait comment je m'arrêtais de parler au milieu d'une phrase, dès que Bryce entrait dans la pièce. Il avait remarqué que je ne riais plus. Pas vraiment. Et quand Bryce a pris le chien et a quitté nos vies, comme s'il balayait les restes d'un dîner trop vieux, Eli n'a pas pleuré. Il s'est simplement assis à côté de moi ce soir-là, tenant l'ancien collier de Zeus dans ses petites mains, et il a murmuré « Je crois que papa ne nous aime pas beaucoup. » C'était le début de la fin. Et sans le savoir, le commencement de la vérité, enfin prête à éclore. Quand on imagine une mère célibataire en pleine bataille pour la garde de son enfant, on pense souvent au chaos, des cris, des portes qui claquent, des policiers qu'on appelle en urgence. Mais pour moi, tout a commencé dans le silence. Un silence tranchant, laissé derrière lui par mon mari, Bryce, lorsqu'il est parti avec le chien et ce rictus satisfait. Un silence comme celui qu'on entend après le passage d'une tornade. Pas bruyant, juste vide. Chaque tiroir qu'il vidait, chaque manteau décroché de son crochet résonnait dans la maison comme un murmure. Il est parti. Au début, Ellie ne posait pas beaucoup de questions. Il dessinait.
Il remplissait des feuilles de super-héros, de couchers de soleil, et parfois de Zeus, notre chien, affublé d'une cape. Moi, je faisais semblant que tout allait bien. J'en faisais trop. Des déjeuners maison avec des petits mots, des histoires du soir à rallonge. Je le laissais dormir dans mon lit presque tous les soirs. Il avait de nouveau peur du noir. Ce n'était plus arrivé depuis la maternelle. Notre petit appartement de 2 pièces n'avait rien de luxueux, mais c'était notre refuge. J'avais peint la chambre d'Ellie en bleu pâle et suspendu autour du plafond des guirlandes de petites étoiles lumineuses. Il aimait que les étoiles veillent sur lui pendant son sommeil. Je travaillais depuis la maison, en freelance comme designer. Des petits contrats, de quoi payer les factures, tout juste. Mais ça me permettait de rester près de lui. Et pour rien au monde, je n'aurais échangé ce temps contre un meilleur salaire. Les matins étaient les plus durs. C'est là que je voyais à quel point tout avait changé. Je me levais et trouvais Ellie déjà habillée, assis en silence à la table, les yeux fixés sur la boîte de céréales. Il ne mangeait pas. Avant, il bondissait partout, posait 1000 questions sur les dinosaures, l'espace et le nombre exact de dents chez les requins. Maintenant, il restait figé. Je savais qu'il souffrait. Et je ne savais pas comment réparer ça. Quand j'ai rencontré Bryce, il avait ce magnétisme. Confiant, charismatique, ambitieux. Il me faisait me sentir vivante, d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais 23 ans. Je travaillais dans un petit atelier d'impression. Il est venu faire imprimer des cartes de visite. Il est reparti avec mon numéro. Moins d'1 an plus tard, on se mariait. Quand Ellie est née, j'avais déjà commencé à inventer des excuses pour lui. Au début, ce n'était que de petites choses. Il oubliait de venir me chercher après le travail. Il faisait des blagues sur mon physique, juste après mon accouchement. Il appelait ça de la taquinerie. Moi, j'appelais ça une mauvaise journée. Mais ces mauvaises journées sont devenues une routine. Il contrôlait tout. L'argent, le chauffage, ma façon d'éduquer Ellie. Quand notre fils avait un rhume, Bryce m'accusait de le rendre fragile en le laissant se reposer. Quand Ellie se réveillait en pleurant après un cauchemar, il lui disait « Les garçons, ça ne pleure pas ». C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à dormir avec le babyphone. Pas pour entendre Eli. Il ne pleurait plus, mais pour entendre Bryce. Les gens ne voyaient pas cette facette-là de lui. Ils voyaient celui qui organisait des barbecues dans le jardin et qui faisait des discours drôles. Joanne, sa mère surtout, elle le portait au nu. Un jour, elle m'a dit « Tu as de la chance qu'il supporte tes sautes d'humeur ». Je me souviens l'avoir regardé, figé, en me demandant combien d'autres femmes on avait réduites au silence avec cette même phrase. J'étais épuisée, pas seulement par la maternité, mais par le fait de faire semblant qu'on était une famille heureuse, faire semblant que je ne me fanais pas à petit feu dans ma propre maison, faire semblant qu'Ellie allait bien. Le coup de grâce n'a pas été un scandale, pas une infidélité, pas une dispute explosive. C'était un mardi après-midi. Bryce est rentré tard. Il a lancé ses clés sur le comptoir et m'a demandé si Ellie avait fini ses devoirs de dictée. J'ai dit oui. Il a répondu « Bien, parce que je ne veux pas qu'il finisse comme toi, à peine capable de s'en sortir. » Il l'a dit comme on parle de la pluie. Puis il est allé consulter ses mails dans la pièce d'à côté. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et je me suis effondrée au sol en larmes. Pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois, j'ai su que c'était fini. Vraiment fini. Il lui a fallu encore 3 semaines pour partir. Et quand il est parti, ce n'était pas en silence. Il a emporté Zeus, sa dignité et le peu de décence qui lui restait. Et il m'a lancé « J'ai eu l'enfant ». Cette phrase ne cessait de résonner dans ma tête. « Tu as eu l'enfant ?» Comme si Ellie était un vulgaire objet abandonné dans une vente aux enchères de divorce. Mais la vérité, c'est que je voulais Ellie, parce qu'il était doux, empathique, brillant. Il voyait les gens comme peu d'adultes en étaient capables. Et si Bryce était incapable de reconnaître la valeur de cela, alors Ellie n'avait pas besoin de lui. Ce que je ne savais pas encore, c'est à quel point Ellie avait tout observé. Je ne savais pas tout ce qu'il avait enfoui au fond de lui, mais j'allais le découvrir. Très bientôt. Et le juge aussi. La première rencontre pour la garde a eu lieu dans un bureau sans âme, en centre-ville. Des murs beiges, des fauteuils en cuir, une plante en plastique dans un coin, tout était pensé pour paraître neutre. Mais ça ne l'était pas. Bryce est arrivé avec 10 minutes de retard. Vêtu d'une veste, un sourire plaqué sur le visage comme s'il venait passer un entretien d'embauche. John le suivait de près, non invité. Mais elle s'est installée avec assurance dans la salle d'attente, un Tupperware rempli de cake à la banane fait maison, qu'elle a proposé à la réceptionniste, comme si on était une grande famille unie et joyeuse.
Je me suis assise en face de Bryce et je l'ai regardé jouer son numéro, poli, calme, le père attentionné. Il parlait de routine, de stabilité, de son profond engagement envers le bien-être d'Ellie. Chaque mot me donnait la nausée parce que je savais exactement qui il était quand les portes étaient fermées. Il demandait une garde partagée, une semaine sur 2. J'étais sidérée. Cet homme n'avait pas passé un seul appel à Ellie depuis son départ. Pas un FaceTime, pas même un message. Quand il venait récupérer son courrier, il restait dehors comme un inconnu, sans jamais poser une seule question sur Ellie. Et maintenant, il réclamait la moitié de la vie de notre fils comme s'il passait une commande de pizza. J'ai essayé de rester calme, mais les mots sont sortis d'eux-mêmes. Il ne prend même pas de nouvelles de son fils. Il ne vient jamais. Pourquoi aurait-il droit à la moitié? Bryce s'est appuyé contre le dossier et a souri. Parce que je suis son père. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas pour Ellie. C'était une question de contrôle, de pouvoir, d'image. Et Bryce n'était pas seul. Joan a commencé à s'immiscer partout. Elle m'envoyait des mails passifs-agressifs, juste pour vérifier qu'Ellie mange assez de légumes. Il a l'air un peu gonflé sur la photo de classe. Puis, il y a eu les dépôts à l'école. Bryce apparaissait sans prévenir, ensuite papa numéro 1, saluant les autres parents comme une vedette. Il tendait à Ellie des barres de céréales, tel le pourvoyeur modèle. Et Ellie? Il avait l'air perdu, mal à l'aise. Il avait arrêté de sourire le matin. À la maison, j'ai remarqué un changement. Ellie posait plus de questions, des questions difficiles. Pourquoi papa dit que tu ne veux pas que je le voie? Est-ce que tu lui as dit que j'ai peur d'aller chez lui? C'est mal de pleurer quand Zeus me manque. Celle-là m'a anéanti. Zeus lui manquait tellement qu'il avait commencé à le dessiner dans nos photos de famille. Mais maintenant, Zeus était toujours placé entre moi et Ellie, comme un bouclier. Une nuit, Ellie est venue me voir et m'a murmuré « Papa m'a dit de pas te le dire, mais il dit que tu pleures trop. Et que si je vis avec toi tout le temps, je serais bizarre. » Je me suis assise par terre dans le couloir et je l'ai pris dans mes bras. Je n'ai pas pleuré, j'en avais envie. Mais je ne pouvais pas offrir à Bryce ce plaisir-là. Alors, j'ai commencé à tout consigner. J'ai tenu un journal. J'ai sauvegardé chaque message manipulateur. J'ai fait des copies des quelques mails où John se laissait aller comme « Si Ellie n'apprend pas la discipline, il finira comme ta famille. » Pendant ce temps, Bryce prenait de l'assurance. Il envoyait à Ellie des textos du genre « Ta mère a encore dit non. Surprise. » Ou bien « J'aimerais te voir plus, mais ta mère veut t'éloigner. » De l'aliénation parentale, dans les règles. Mais essayer d'expliquer ça à un juge, c'était comme essayer de prouver qu'un fantôme existe. Ma meilleure alliée, c'était Denise, mon avocate. Prudente, mais lucide. Elle m'a dit « À moins qu'il n'y ait des violences ou une preuve concrète, les juges cherchent l'équilibre. Ils ne favorisent jamais un parent sans preuve. Preuve. » Ce mot, il m'a hanté. Parce que la plupart des dégâts que Bryce avait causés, ce n'était pas avec des coups ou des menaces. C'était par le ton, par des mensonges glissés comme des bonbons, par une lente érosion. Eli était en train de se faire grignoter, petit à petit. Malgré tout, la date de l'audience était fixée. Il me restait 2 semaines pour me préparer. J'ai passé chaque nuit à éplucher nos échanges de messages, classant les dates, notant les détails. Je construisais l'affaire la plus silencieuse de toute ma vie. Puis, un soir, je suis allée voir Ellie. Je l'ai trouvé assis dans son lit, le visage livide, tenant sa tablette. « Maman ?» m'a-t-il demandé d'une toute petite voix. « Je crois pas que papa voulait que je voie ça. » Il m'a tendu l'écran. J'ai fait défiler les messages. Mon estomac se tordait à chaque mot. Et là, noir sur blanc, Bryce écrivait à quelqu'un. Sa nouvelle copine? Peut-être. Il se plaignait d'Ellie, disait qu'il était trop doux, qu'il allait le réparer une fois qu'il aurait plus de garde. Et le pire, j'ai hâte d'en finir avec ce morveux, que je puisse reprendre ma vraie vie. Ellie m'a regardé, les yeux brillants. C'est parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne veut plus de moi. Tout mon corps s'est glacé. Non, mon cœur, tu n'as rien fait de mal. Tu es parfait. C'est ton père qui est brisé. Cette nuit-là, j'ai su qu'on avait enfin notre preuve. Pas seulement pour le juge, mais pour Ellie. Il méritait d'être entendu. Et bientôt, il le serait. Le soir où Ellie m'a montré ses messages de Bryce, quelque chose en moi a changé. Jusqu'à cet instant, je luttais pour survivre à la tempête. Mais à partir de ce moment-là, je n'étais plus dans la réaction. J'étais prête à contre-attaquer. Je me suis assise sur le lit d'Ellie, la tablette dans les mains. Je relisais les messages encore et encore. J'ai hâte d'en finir avec ce morveux, que je puisse reprendre ma vraie vie. Il pleure comme un bébé, comme sa mère. Bon à rien. Il les avait envoyés à Ellie par erreur. Ils étaient destinés à quelqu'un d'autre. Peut-être à cette femme qu'il voyait,
ou à un de ses potes, à qui il partageait ses lamentations de pauvre papa célibataire. Mais maintenant, c'était trop tard. Ellie les avait lus, et moi aussi. J'ai pris une grande inspiration. J'ai regardé mon fils. Son visage était figé, pâle. Il avait l'air de vouloir se fondre dans sa couverture. Il ne cherchait pas du réconfort. Il voulait la vérité. « Tu as tout lu ?» lui ai-je demandé. Il a hoché la tête. Je voulais pas, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Je me suis dit que peut-être j'étais méchant. Non, ai-je répondu sans réfléchir. Tu n'es pas méchant, Ellie. Il a tort. Il a tellement tort. Et je le pensais, chaque mot, c'était plus seulement de garde, c'était une histoire de rupture. Rompre ce cycle. Faire en sorte qu'Ellie ne grandisse pas en croyant que l'amour se mérite en se taisant, en essayant de plaire à des gens qui ne le méritent pas. Alors j'ai imprimé les captures d'écran. Je les ai triées par date, sauvegardées sur une clé USB. Le lendemain matin, j'ai appelé Denise, mon avocate, dès les premières heures. Sa voix s'est durcie à mesure que je lui lisais certains messages. « C'est gros », a-t-elle dit. « Ça peut tout changer. Mais tu es sûre de vouloir qu'Ellie parle ?» Et là, j'ai figé. Je n'avais même pas envisagé de le faire témoigner. Rien que l'idée me donnait la nausée. Il avait 9 ans. Je ne voulais pas qu'il se retrouve au milieu de cette mascarade judiciaire, qu'on le cuisine avec des questions froides, mécaniques, ou qu'on le force à regarder son père dans les yeux et revivre tout ça. Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose qu'il avait dit après le départ de Bryce. « Tu me dis toujours de parler quand quelque chose ne va pas. » C'est un de ces moments, non? Il voulait parler. C'était ça, la différence. Alors je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine avec un verre de jus et quelques biscuits. Je lui ai dit doucement, « Ellie, tu n'es pas obligée. Mais si tu veux parler au juge, si tu veux lui dire ce que tu ressens, je serai là, tout le temps. » Il m'a regardé avec un sérieux qui dépassait son âge, et il a dit, « Est-ce que je peux lui montrer ce que papa a écrit? Le juge a besoin de savoir la vérité, non? » J'ai retenu mes larmes. Il en a besoin. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Denise s'occupa de faire officiellement enregistrer les preuves. De notre côté, nous avons reconstitué la chronologie des événements. Nous avons construit un récit, demandé qu'une déclaration formelle d'Ellie soit rédigée et transmise au juge avant l'audience. Pendant ce temps, Joanne recommença à rôder autour de l'école d'Ellie. Un jour, elle tenta même de lui remettre un cadeau à la sortie, une figurine et une petite carte où il était écrit « Papa se bat juste pour toi ». Ellie me l'a tendu en murmurant « Pourquoi j'ai l'impression que c'est un piège ?» Parce que c'en était un. Je l'ai signalé. Denise a déposé une plainte. Et comme à son habitude, Bryce m'a envoyé un message m'accusant d'utiliser Ellie contre lui, que je transformais notre fils en arme. Une projection classique. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. À la place, j'ai gardé Ellie près de moi. Chaque soir, nous parlions, pas du tribunal, mais de ce qu'il ressentait, de ce qui lui faisait peur, de ce qui le rendait fort. Il posait des questions et je lui répondais avec honnêteté, sans embellir, sans promesses creuses. La veille de l'audience, Ellie n'arrivait pas à dormir. Il était allongé près de moi, silencieux dans l'obscurité, quand il a chuchoté. Et si le juge ne me croit pas? Je me suis tournée vers lui, j'ai repoussé une mèche de ses cheveux et je lui ai dit « La vérité n'a pas besoin de crier pour exister. Parle avec ton cœur. C'est tout ce que tu as à faire. » Il n'a rien répondu, mais il a cherché ma main et l'a serrée très fort. Le lendemain matin, nous nous sommes habillés dans un silence presque solennel. J'ai mis une robe bleu marine et des boucles d'oreilles discrètes. Ellie portait son uniforme d'école, fraîchement repassé, avec ses baskets rouges préférées. Il disait qu'elle lui donnait du courage. Devant le palais de justice, Denise nous attendait, attachée case en main, le regard grave. Bryce était déjà là, faisant les 100 pas dans un costume gris anthracite, encadré par John et un homme que je devinais être son avocat. Il m'a regardé une fois. Je n'ai pas soutenu son regard. Nous sommes entrés, avons signé, puis pris place. Je me suis penchée vers Ellie. « Tu veux toujours le faire ?» Il a hoché la tête. « Je suis prêt. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que tout irait bien. Parce que cette fois, la vérité ne se trouvait pas seulement dans les dossiers. Elle avait une voix, et elle allait enfin se faire entendre. La salle d'audience était plus froide que je ne l'imaginais. Les murs beiges, les chaises dures, et une légère odeur de papier et de café rassis dans l'air. Mais ce que je retiens le plus, c'est le silence. Ce silence épais, suspendu, juste avant que le juge n'entre. Celui où l'on entend chaque froissement de feuilles, chaque battement de cœur. Ellie était assis à mes côtés, à la table du requérant, ses pieds balançant dans le vide, tentant de paraître courageux. Il tenait sur ses genoux son petit carnet, celui dans lequel nous avions répété sa déclaration au cas où.
Ses baskets rouges dépassaient sous son pantalon impeccable et je voyais à quel point ses doigts étaient crispés. De l'autre côté, Bryce était droit comme un nid, parfaitement rodé dans son costume taillé sur mesure. Il a regardé Eli une seconde, puis a détourné les yeux. Joan était assise derrière lui, les lèvres pincées, le regard scrutant la pièce comme si c'était elle qu'on jugeait. Quand le juge est enfin entré, tout le monde s'est levé. Il a jeté un œil au dossier posé devant lui. Notre numéro d'affaires, nos noms, et cette pile de documents que nous avions transmis ces derniers mois. Il n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Après les formalités, c'est l'avocate de Bryce qui a pris la parole en premier. Elle était posée, assurée, déroulant un récit que j'avais déjà entendu des dizaines de fois. Monsieur Carter souhaite un partage équitable du temps parental en insistant sur la stabilité et l'équilibre émotionnel de l'enfant. Il a toujours montré un intérêt constant pour le bien-être d'Ellie. Un intérêt constant? Il n'avait même pas appelé Ellie pour son anniversaire. Il ignorait ses allergies. Il ne savait même pas qu'Ellie dormait encore avec sa veilleuse. J'ai serré les mâchoires et je me suis tue. Puis vint notre tour. Denise s'est levée, calme et déterminée. Votre honneur, nous demandons la garde physique et légale principale. Nous avons soumis des preuves documentées montrant des comportements et des communications préoccupants de la part de M. Carter, y compris des messages adressés aux mineurs. Le juge haussa un sourcil. Auprès de l'enfant, Denise hocha la tête. Oui, votre honneur. Avec la permission du tribunal, Ellie souhaitait dire quelque chose. Il y eut un silence. Un vrai silence. Le juge se pencha légèrement en avant. Tu es sûr, mon garçon? Ellie leva les yeux vers moi. Je lui fis un minuscule signe de tête. Lentement, il se leva. Je voudrais dire quelque chose, dit-il d'une voix douce mais nette. Le juge lui fit signe d'approcher. Viens, Ellie, prends ton temps. Il s'avança lentement vers l'avant de la salle, un carnet à la main. Ses mains tremblaient, mais il se tenait droit, plus droit que je ne l'avais jamais vu. Il ouvrit son carnet et inspira profondément. Mon père m'a envoyé des messages. Je n'étais pas censé les lire, mais je l'ai fait. Il marqua une pause. Et je pense que le juge devrait les entendre. La salle retint son souffle. Denise tendit les captures d'écran imprimées à l'huissier. Le juge feuilleta les pages pendant qu'Ellie lisait à voix haute sa propre copie. J'ai hâte d'en finir avec ce môme pour retrouver ma vraie vie, lut Ellie. Sa voix se brisa légèrement. Il leva les yeux vers le juge. Il parlait de moi. Un souffle choqué parcourut la galerie. Joan se tortilla sur sa chaise, le visage soudain blême. L'avocate de Bryce se tourna vers lui, la bouche entr'ouverte. Et Bryce? Il restait immobile, fixant la table, la mâchoire si crispée qu'on aurait dit qu'elle allait se briser. Ellie continua. Il pleure comme un bébé, comme sa mère. Inutile. Il releva la tête. Ma mère ne pleure pas tout le temps. Elle est forte. Elle m'aide quand j'ai peur. Il inspira. Et moi, je ne suis pas inutile. Silence. Le juge croisa les mains. Merci, Ellie. C'était très courageux. Tu veux me dire autre chose? Ellie hésita, puis dit. Je ne veux pas vivre dans un endroit où j'ai l'impression d'être un problème. Je veux juste me sentir en sécurité. Et c'était tout. Il revint vers moi. Je l'attirai contre moi et lui murmurai à l'oreille. Tu as été parfait. Il hocha la tête contre mon épaule, me serrant un peu plus fort que d'habitude. Le juge s'éclaircit la gorge et planta son regard dans celui de Bryce. Monsieur Carter, dit-il d'un ton soudain plus tranchant, avez-vous une explication pour ces messages? Bryce ouvrit la bouche, mais son avocate l'interrompit aussitôt, demandant une suspension d'audience. Le juge refusa. J'en ai vu assez, déclara-t-il d'une voix ferme. La responsabilité de ce tribunal est de veiller aux intérêts de l'enfant. Et sur la base des documents, des témoignages et de l'honnêteté exceptionnelle de cet enfant aujourd'hui, j'accorde la garde physique et légale exclusive à Madame Carter. Je n'ai pas pleuré. Pas là. J'ai juste fermé les yeux et respiré. Bryce n'a pas protesté. Il est resté là, les yeux rivés au sol, pris au piège par ses propres mots. Joan s'est levé pour partir avant même que l'audience ne soit officiellement levée, son éternel optimisme version pain aux bananes envolé. Et Ellie? Il m'a attrapé la main et a souri. On peut aller manger des pancakes maintenant? A-t-il chuchoté. J'ai ri enfin. Bien sûr. On n'a pas parlé du tribunal pendant le trajet de retour. Ellie a baissé la vitre, laissant le vent s'engouffrer dans ses cheveux comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait pas révélé la face la plus sombre de son père devant un juge et une salle remplie d'inconnus. Comme s'il n'avait pas, en l'espace de quelques minutes, changé le cours de nos vies à tous les deux. Mais c'est ça, les enfants. Ils sont faits pour rebondir, même quand ils ne devraient pas avoir à le faire. On s'est arrêté dans un petit dîner sur la route. Des pancakes, comme promis. Il les a commandés avec de la crème fouettée et des pépites de chocolat.
Moi, un café que je n'ai même pas touché. Je l'ai simplement regardé, chaque détail, ses yeux fatigués, la manière dont il tenait sa fourchette comme une cuillère, son rire quand la bouteille de sirop a couiné. Pour la première fois depuis des mois, peut-être plus, il avait l'air en paix. J'ai bien fait, m'a-t-il demandé, la bouche à moitié pleine. Tu as fait mieux que bien, ai-je répondu. Tu as dit la vérité. C'est le geste le plus courageux qu'on puisse faire. Il a souri de toutes ses dents, englouti une autre bouchée de pancake, comme s'il venait de gagner un trophée. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Les documents officiels sont arrivés 2 semaines plus tard. Garde exclusive accordée. Visite supervisée uniquement pour Bryce, en attente d'une évaluation par un thérapeute familial et d'un suivi continu. Autrement dit, il ne reverrait pas Hailey avant longtemps. Peut-être jamais. À moins de changer profondément. Il ne l'a pas fait. À la place, Bryce a disparu de nos vies du jour au lendemain. Plus d'appels, plus de messages, aucune tentative de revenir. Son avocat l'a laissé tomber. Joe n'a jamais donné signe de vie. La dernière nouvelle qu'on a eue, c'est qu'il avait emménagé avec quelqu'un d'autre, de l'autre côté de l'État, pour recommencer à zéro. J'imagine que c'est ce que font les lâches. Il fuit. Au début, j'attendais que l'autre chaussure tombe. Je pensais qu'il trouverait une faille, qu'il essaierait encore de manipuler les choses. Mais le silence a tenu. Et dans ce silence, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Ellie est revenu à la vie. Il s'est remis à dessiner. Pas juste de petits croquis, de vraies bandes dessinées, pleines de couleurs vives et de personnages déjantés. Il m'a dessiné en héroïne dans l'une d'elles. Une maman avec une cape qui sauvait le monde avec des gaufres et la vérité. Je l'ai accrochée sur le frigo comme si elle méritait une place au musée. Il a recommencé à dormir la nuit, fini les réveils à 2 heures du matin, les cauchemars qui le poussaient à se glisser dans mon lit. Il riait à nouveau. Il reposait des questions sur l'espace, l'océan et si les dinosaures avaient un nombril. L'étincelle revenait. Et moi, j'ai recommencé à respirer. Pour de vrai. Des respirations pleines, profondes. J'ai pris de nouveaux clients, organisé mes horaires autrement et j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté pour des crampons de foot, pour des cours de piano, des choses que je ne pouvais pas me permettre avant quand chaque centime allait dans les frais d'avocat ou les séances de thérapie. J'ai même rejoint un club de lecture. Rien de spectaculaire, juste des femmes comme moi, fatiguées, mais en train de guérir, fortes, d'une force qu'on ne soupçonnait même pas. Parfois, on me demande si je déteste Bryce, si je le poursuivrais de nouveau en justice s'il osait revenir. La vérité, je ne le déteste pas. Je n'ai plus de place pour ça. Ce que je ressens, c'est de la tristesse. Pour le père qu'Ellie aurait pu avoir, mais qu'il n'a jamais eu. Pour l'homme qui aurait pu être un refuge et qui a choisi le contrôle à la place. Pour le petit garçon qu'il a été et qui n'a sans doute jamais appris à aimer sans s'en servir comme d'une arme. Mais je ne porte plus son poids. J'ai arrêté le jour où Ellie s'est levée et a dit la vérité. Je parle encore de ce jour au tribunal. Pas parce que c'était spectaculaire ou glorieux, mais à cause de ce que ça représentait. Ça voulait dire que la voix d'Ellie comptait, qu'un enfant pouvait être entendu, cru, pas juste écarté parce qu'il était petit, jeune ou influençable. Ça voulait dire que le cycle s'arrêtait avec nous. Et s'il y a une seule chose que je voudrais dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, à toutes les mères qui se sentent effacées, à tous les enfants qui se sentent invisibles, c'est ceci. Vous n'êtes pas impuissants. Pas tant que vous avez la vérité. Pas tant que vous avez l'amour. Et surtout, pas tant que vous avez le courage. Bryce a pris le chien. Il pensait partir avec ce qu'il y avait de plus précieux. Quelque chose de docile, d'obéissant, de facile. Il m'a laissé avec l'enfant. Et soyons clairs, j'ai eu la meilleure part. Parce que mon fils, lui, est courageux. Il est honnête. Il grandit en sachant que l'amour ne se donne pas sous condition et que la gentillesse n'est jamais une faiblesse. Ce tribunal n'a pas seulement changé un accord de garde. Il a rendu sa voix à mon fils. Et il m'a rendu ma vie. Si cette histoire vous a touché, même un peu, pensez à liker cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez.